Félix Tréguet est chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS et post-doctorant au CERI Sciences Po. Il est membre fondateur de la Quadrature du Net, association dédiée à la défense des libertés de l'ère numérique. Samedi 12 octobre 2019, Félix Tréguet présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage « L'utopie déchue, une contre-histoire d'Internet » paru aux éditions Fayard. Bonne écoute. Nous sommes très heureux aujourd'hui à Ombre Blanche de recevoir Félix Tréguet. Félix Tréguet vient nous voir pour son livre L'utopie déchue, une contre-histoire d'Internet du 15e au 21e siècle. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment passionnant. Et puis, ce qui est vraiment surprenant, pour entrer d'ores et déjà dans le vif du sujet, c'est de voir une histoire d'Internet qui commence en fait au 15e siècle. Généralement, lorsqu'on aborde l'histoire d'Internet, on part des années 60. Si on est bien documenté, on parle des premiers hippies technophiles, mais on va rarement en amont. A fortiori, donc, au niveau du XVe siècle. Alors, je pense que Félix a voulu, peut-être, il va nous en parler, il a peut-être voulu nous montrer comment un dispositif technique révolutionnaire, en l'occurrence l'imprimerie, a pu être exploité assez rapidement, en tout cas ne pas être un médium aussi libre qu'il n'aurait pu l'être, et finalement contrôlé assez rapidement par les États royaux qui ont inventé toute une série de moyens techniques et puis d'organisation à la fois au niveau juridique, au niveau spatial, pour pouvoir contrôler cette nouvelle technologie, donc l'imprimerie. Et j'imagine qu'il avait en tête cette idée que ça allait la même histoire allait se renouveler au niveau de l'Internet, puisque on le voit d'ores et déjà dans le titre. Alors je ne sais pas si on peut parler d'une déception, mais en tout cas d'une posture critique par rapport à ce que l'Internet est devenu aujourd'hui. Et on le voit également dans l'Internet, enfin dans le sommaire, puisque toute la quatrième partie du livre est consacrée à la reféodalisation, c'est-à-dire la manière dont Internet, qui avait été source de nombreux espoirs dans les années 60, 70, 80, s'est retrouvé mis sous la tutelle des États et puis des grandes plateformes à l'heure actuelle. Donc, est-ce que ce que je viens de décrire, est-ce que ça te semble juste ou... Peut-être que je peux revenir un petit peu sur ce qui a motivé en effet le fait de revenir aussi loin en arrière pour comprendre un petit peu l'histoire d'Internet, qui est donc une technologie qui apparaît au début des années 80, hein, les protocoles qui fondent le réseau Internet, le protocole TCP/IP en particulier, est publié en 1983, et les premières architectures de réseau de réseaux informatiques incentrés émergent dans les années 60, et c'est notamment le réseau ARPANET sur lesquels l'historiographie dominante d'Internet revient en effet souvent. Et en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont motivé à revenir en arrière. Mais déjà, pour expliquer la démarche, peut-être rappeler que j'ai commencé ces recherches vers 2011. Ça faisait déjà 2 ans que je travaillais comme juriste dans une association de défense des libertés publiques qui s'appelle la Quadrature du Net. Et où donc c'est une association qui développe une activité de lobbying citoyen, on pourrait dire, sur les questions de régulation d'Internet, de défense des libertés publiques face aux mesures de censure ou de surveillance des communications Internet. Et après une passe où on recevait beaucoup d'attention médiatique, on était dans un milieu militant très dynamique et porté par des événements parfois qui laissaient vraiment transparaître cette confrontation assez violente entre les États et les militants de l'Internet. Et je pense par exemple à 2010 avec l'émergence sur la scène géopolitique internationale d'une organisation comme Wikileaks, ou le printemps arabe même, qui avait à l'époque donné lieu à beaucoup de commentaires sur l'usage de ces réseaux pour les mouvements démocratiques et une technologie comme support aux mobilisations. Et en même temps,
on était déjà dans une phase où nombre de nos combats et de nos argumentaires fondés sur les droits de l'homme et la défense des libertés publiques se heurtaient à des projets de loi et des lois, en fait, puisqu'elles se voyaient adopter, des jurisprudences qui allaient vraiment à l'encontre des libertés publiques. Et du coup, j'ai eu envie, parce que lorsqu'on travaille dans des organisations militantes, on peut avoir très, très vite l'impression de souvent répéter les mêmes discours et ça fait un peu partie de l'exercice, mais j'ai eu envie de prendre un recul et ce recul m'a emmené en effet très loin parce que, en fait, assez rapidement, j'ai compris, je crois que parmi les premiers ouvrages que j'ai lus en commençant ces recherches, il y avait l'archéologie de l'espace public d'Habermas. Je pars un peu de ce concept fondateur fondateur en tout cas très important en sciences politiques, celui d'espace public, cet espace immatériel dans lequel circulent les idées, les opinions et qui permet justement d'échanger nos visions de ce que le monde devrait être, d'échanger aussi des discours critiques sur le pouvoir. Habermas faisait dans sa thèse qui date de 62 et qui est devenu un ouvrage très important en sciences sociales, l'histoire à l'archéologie de cet espace public en remontant au XVIe siècle, un peu moins en arrière, mais il y avait cette idée d'un progrès continu des libertés. Et je trouvais qu'il y avait une forme en consultant déjà quelques historiens et quelques travaux intervenus depuis lors, et en fait il y a eu beaucoup de critiques des travaux d'Habermas par des historiens qui montrent à quel point en fait des relations de pouvoir, des modes de contrôle se sont imposés malgré cette idée que lui décrivait d'un progrès continu des libertés, la reconnaissance de la liberté d'expression dans les grandes déclarations de droit du XVIIIe siècle. Et chez Habermas, il y avait déjà l'idée d'un délitement de l'espace public, mais qui était lié en gros à l'apparition des médias de masse. Il m'a semblé qu'il y avait matière à complexifier un petit peu les choses et en effet à se rendre compte à quel point, alors même qu'on parle beaucoup de la révolution numérique, on a l'impression d'être toujours dans la nouveauté, dans les configurations politiques qu'on traverse, et je pense que c'est important en fait de se rendre compte à travers ce recul historique, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, que les schémas et les obstacles politiques auxquels on se heurte en fait dans la défense des valeurs démocratiques, dans la défense des droits, sont des choses qui trouvent leur origine, ces obstacles, vraiment au fondement de nos régimes politiques. Et juste pour vous donner un exemple, ça c'est ton exemplaire, pour vous donner un exemple de la récurrence un peu des motifs, et ces motifs c'est à la fois dans les pratiques de pouvoir et donc en effet dans les pratiques de censure, de surveillance, mais aussi dans les discours qui légitiment ces formes de contrôle des communications. Depuis 2013 et les révélations d'Edward Snowden, on a beaucoup, dans les débats autour de la surveillance d'Internet, entendu les arguments chez ceux qui promouvaient ces formes de contrôle des communications et ces formes de surveillance, l'argument et même dans l'opinion publique, c'est-à-dire que lorsqu'on discute de la légitimité de ces lois de surveillance massive, beaucoup d'entre nous ont ce sentiment qu'en fait on n'a rien à cacher et que donc c'est pas seuls les gens qui ont des choses à cacher auraient à avoir peur de ces nouveaux dispositifs. Mais c'est aussi vrai chez les politiciens qui promeuvent ces projets de loi. Et juste pour vous montrer un petit peu comme un écho très lointain dans l'histoire, Jean Baudin, qui est l'un des théoriciens de l'État et de la souveraineté des États au XVIe siècle, justifiait déjà le développement des pouvoirs de surveillance des États à l'époque, et c'est les premières formes de fichage qu'on voit se développer à l'époque. Et il explique qu'il n'y a que les trompeurs, les pipeurs et ceux qui abusent des autres qui ne veulent pas que l'on découvre leur jeu, qu'on entende leurs actions, qu'on sache leur vie. Mais les gens de bien, qui ne craignent point la lumière, prendront toujours plaisir qu'on connaisse leur état, leur qualité, leur bien, leur façon de vivre. Donc même cette idée qu'on pourrait retirer un plaisir à se voir ausculté et surveillé par les États. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve frappant, en fait, c'est de voir à quel point, malgré ce sentiment de vivre là dans une période de dérive antiterroriste qui expliquerait par exemple pourquoi les libertés sont mises à mal, en fait, comment au fondement même de nos régimes politiques, il y a cette rationalité du pouvoir qui est fondamentalement antithétique de formes de vie, de formes politiques qui sont démocratiques et qui permettent de respecter les droits de l'homme. Et je finis par ça, cette longue réponse à ta question. Mais c'est aussi vrai lorsqu'on regarde les penseurs dont on nous apprend à l'école, qui sont les grands penseurs de la démocratie, et les grandes figures, les Voltaire, les Rousseau,
les philosophes des Lumières de manière générale au XVIIIe siècle, ou lorsqu'on se penche en fait sur leur discours, alors même qu'à l'époque justement les nouvelles technologies de communication et notamment l'imprimerie sont appropriées par des groupes contestataires qui nourrissent parfois des revendications démocratiques, d'égalité de droits, de liberté qui sont extrêmement fortes face aux monarchies de l'époque, face à l'absolutisme en particulier. Les penseurs des Lumières en fait sont dans une... Lorsqu'on relit leurs écrits, par exemple sur la liberté d'expression, sont dans des revendications de type aristocratique. Ils défendent la liberté d'expression, la tolérance, mais c'est toujours pour protéger leur propre droit en tant qu'élite éclairée à écrire tel qu'ils le veulent. Mais en fait, la liberté d'expression du peuple, ils n'en ont rien à faire. Et voilà, et je trouve ça en fait curieux aussi. C'est pour ça qu'il y a plusieurs motivations à ce sous-titre de contre-histoire d'Internet, mais c'est important aussi je pense, de désacraliser ces figures et de rappeler à quel point l'espèce d'imposture en fait à célébrer ces figures et à ne pas voir en fait plein d'autres de leurs contemporains parce qu'on pourrait se dire c'est anachronique d'espérer que dans la bouche d'un Rousseau, d'un Voltaire, il y ait une pensée démocratique très forte, mais en fait cette pensée démocratique, ces revendications démocratiques sont portées par des groupes. Simplement, c'est des groupes qui ont fait l'objet de mesures de répression, qui ont été exclus de la fabrique de nos régimes politiques. Et il y a des passages d'ailleurs dans le livre très intéressants sur la manière dont le peuple, particulièrement à Paris au XVIIIe siècle, est surveillé, où tu reviens dessus. Ouais, pendant la Révolution française, c'est un moment vraiment, vraiment extrêmement important parce qu'on passe en 1789 d'un moment, une première phase très libérale où la fin... la déclaration des droits, la fin du régime féodal s'accompagne d'un moment de liberté vraiment jamais vu, avec notamment au niveau de l'édition et de la presse, l'explosion du nombre de journaux et de livres en circulation, une segmentation aussi de l'offre éditoriale en fonction de différents publics, les soldats de la garde nationaux, les femmes, les paysans, et un intérêt pour la chose publique très fort dans le peuple dans ce moment de crise politique très intense. Et c'est aussi un moment où justement on voit certains groupes de républicains radicaux, de démocrates radicaux, porter des revendications et des conceptions de la liberté d'expression extrêmement novatrices, qu'on pourrait qualifier de presque libertaire, mais qui est vraiment fondée dans une vision démocratique très riche et une volonté de donner une vraie portée à cette idée de souveraineté du peuple. Et face à ces revendications, d'ailleurs, certains des relais plus institutionnels, et je pense à des gens comme Robespierre qui se font les relais au niveau notamment de l'Assemblée nationale de ces revendications portées par des sociétés politiques dans différentes villes de France et par des journalistes très souvent. Ces relais institutionnels qui vont relayer ces conceptions, une fois qu'elles accèdent au pouvoir, en fait, vont se faire un malin plaisir à s'approprier les formes de contrôle des communications et de la presse et de l'édition, et du théâtre également, ou de l'affichage même dans l'espace public urbain, qui avait été développé sous la féodalité, sous l'absolutisme, et se l'approprier pour leurs propres objectifs politiques. Et donc c'est ça qui est aussi intéressant, et que j'essaie de faire dans ce chapitre, c'est le deuxième chapitre, sur la Révolution, c'est de montrer à quel point, plutôt qu'une rupture très nette, et même s'il y a évidemment des changements importants dans nos régimes politiques à ce moment-là, qui ensuite ça va être un processus long et fait de nombreux retours en arrière, que le processus de démocratisation et de progrès de l'état de droit. Mais évidemment, il y a un moment de rupture très fort au niveau symbolique, la consécration des droits avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais en même temps le retour très rapidement de pratiques de pouvoir qui sont fondamentalement antithétiques et qui trouvent leur origine dans le régime féodal absolutiste. Pour avancer un petit peu, ce qui est une partie également très intéressante concerne l'informatisation du monde. Justement la seconde partie, où l'on voit bien que l'on trouve deux pôles très très importants qui essaient de dialoguer les uns avec les autres, l'un avec l'autre. Un pôle technocritique, je pense à Jacques Ellul, que tu cites abondamment, et un pôle également beaucoup plus proche de l'utopie de la technologie émancipatrice. Et ces deux pôles sont extrêmement bien décrits dans le livre.
Non, mais oui, en fait, ça me semblait important. Enfin, j'essaye d'embrasser, de faire une synthèse historique et du coup d'embrasser différentes lignes historiographiques. C'est vrai que dans le début de l'histoire d'Internet, il y a cette idée un peu presque qui était cliché d'une technologie militaire développée par le Pentagone et l'armée américaine. Et beaucoup d'historiens depuis, notamment Fred Turner, dont j'utilise les travaux, et dont les livres, notamment, ça s'appelle Aux sources de l'utopie numérique, la traduction en français de son livre, sur justement la manière dont une partie de la contre-culture américaine va s'approprier l'informatique pour en faire un instrument d'émancipation. Mais j'ai donc cherché à mettre en regard cette lignée-là qui a été assez influente et assez relayée en fait, dans les milieux du militantisme. En fait, c'est du militantisme lié à Internet, de l'activisme numérique, parce qu'effectivement, ça battait en brèche cette idée d'une technologie militaire. Et c'était important. Effectivement, il y a une influence très forte de cette mouvance plutôt hippie, contre-culturelle, qui s'est réappropriée l'informatique, qui a cherché à extirper l'informatique des grandes bureaucraties, notamment militaires, qui la mettaient au point. Il faut se rappeler que l'informatique en tant que telle naît au moment de la Seconde Guerre mondiale, que ses premières applications, c'est pour faire les calculs qui vont permettre de fabriquer la bombe atomique, enfin la bombe H plus exactement. Et donc ces individus sont dans c'est des gens qui traînent dans les communes hippies qui se montent aux États-Unis dans les années 60, qui expérimentent des formes d'art psychédéliques et qui vont penser ces formes technologiques très nouvelles comme une manière aussi de mettre au service la technologie, au service des individus, ces nouvelles technologies. Et ça a une influence très forte sur l'informatique, et toute une partie de l'industrie informatique et de la Silicon Valley va être vraiment très, très fortement inspirée par ce lignage. Et c'est par exemple vrai des patrons d'Apple, Steve Jobs et Steve Wozniak, qui traînent dans ces clubs de passionnés d'informatique, de barbus aux cheveux longs, qui traînent aussi dans les groupes militants ou qui expérimentent avec les technologies psychédéliques de l'époque comme le LSD et qui vont vraiment chercher à faire de l'informatique une machine, une plus petite machine au service des individus plutôt qu'au service des grandes technocraties. On pourrait revenir du coup sur la trajectoire ensuite de ces entreprises, mais ce que j'essaye de faire aussi pour parler du coup du pôle plus technocritique, c'est que ces individus, qui sont donc le versant technophile de la contre-culture qui permettent de démocratiser l'informatique, coexistent avec des groupes qui continuent à dénoncer l'informatique dans son volet technocratique. Et c'est vrai, donc tout un tas d'auteurs très critiques des sociétés modernes et de leur fascination vis-à-vis de la technologie. Et c'est notamment une partie de la thèse d'Ellul que de montrer comment, en gros, on a certes tué Dieu, mais on l'a remplacé par la technologie, on sacralise cet objet, et il y a une tendance des sociétés occidentales à penser que la technologie va permettre de résoudre tout un tas de problèmes et que la salvation réside dans le progrès technologique. Je pense que ça reste une description assez pertinente de nos sociétés, mais face à... Donc dans ce courant intellectuel technocritique, il va y avoir beaucoup d'appropriation militante. Et c'est vrai dans les années 60, chez des groupes, par exemple en 64, les mobilisations très connues sur le campus de Berkeley en faveur de la liberté d'expression, où il y a des discours où l'administration de l'université et la société dans son ensemble sont assimilées à une machine normalisatrice extrêmement forte, et on fait l'analogie avec la machine informatique qui symbolise ces grandes bureaucraties que ces mouvements cherchent à combattre. Et ça va se décliner sous plein de formes, c'est-à-dire que cette opposition a lieu dans les cercles intellectuels, a lieu dans certains cercles militants qui vont faire des manifestations, des blocages, écrire des textes militants évidemment. Et même à partir de la fin des années 60, on assiste à des groupes d'action directe qui vont chercher à saboter des équipements informatiques, pénétrer dans des locaux d'entreprises informatiques qui travaillent avec le Pentagone par exemple, pour le cas des États-Unis, et détruire les machines qui se trouvent dans ces locaux. Et tu décris également de bien belle manière la manière dont ces militants sont aidés par des bidouilleurs
une expression qui est souvent mal comprise de ce côté-ci de l'Atlantique, puisqu'on les traduit le terme par hacker, qui est un terme très négatif, en Europe ou même aux États-Unis, alors qu'en fait, un hacker n'est pas un pirate, mais c'est une sorte de bidouilleur de génie, de talent, qui va mettre ses talents au service des militants, pourrait-on dire. Est-ce que tu peux nous parler justement des hackers et de ces communautés de hackers qui ont joué un grand rôle? C'était aussi un enjeu aller un peu à revers d'une historiographie là encore dominante s'agissant des hackers, qui les décrit comme des gens passionnés par l'informatique, qui adorent les ordinateurs. Il y a notamment un ouvrage de Stephen Levy qui s'appelle Hackers, publié en 1984, qui reste une référence toujours citée dans les travaux sur les mouvements hackers. Et en fait, c'est notamment le cas en Europe, des groupes comme le Chaos Computer Club, qui est un des plus vieux groupes hackers en Europe, fondé au début des années 80, et aussi très en prise à l'époque avec ces mouvements technocritiques qu'on retrouve, notamment la mouvance écologiste très dynamique à l'époque, et qui nourrit aussi cette opposition aux grandes technocraties et aux technologies qu'elles produisent. Et donc, ça me semble... et puis, on parle aussi souvent des hackers comme des bidouilleurs. Il y a le lockpicking, par exemple, le crochetage de serrure, qui est un des arts plus low-tech, mais qui est aussi souvent associé à la mouvance hacker. Et ces arts-là, ces formes de bidouillage créatif ou de contournement des mesures de contrôle que constituent les serrures, sont aussi mis à profit pour, par exemple, par ces groupes. Il y a un groupe assez cool, je ne sais pas si vous connaissez le Clodo, qui est un groupe français au début des années 80 dans la région de Toulouse, qui pareil, pratiquer des formes d'action directe et mettre le feu à certains équipements informatiques pour dénoncer. C'était des informaticiens, donc l'étiquette hacker peut vraiment s'appliquer à eux, dans la mesure où ils avaient les compétences techniques, et en même temps, ils expliquaient que dans un monde saturé de rapports de domination, le monde que l'on habite, l'ordinateur introduit dans ce monde n'était forcément qu'un outil de plus au service des dominants. Mais moi, il me semble que ces groupes doivent être réintégrés aussi dans l'historiographie hacker, et qu'il y a une dimension technocritique qui existe dans certains, même voilà, c'est un mouvement pluriel, le mouvement hacker, mais il y a aussi ces groupes-là. Et pour ce qui est de cette alliance entre ces hackers et les mouvements sociaux de manière générale, ça se produit en effet un peu après. C'est-à-dire qu'après cette période où les hippies technophiles dont on parlait, c'est vraiment des marges. Ils sont très peu nombreux. Ils jouent un rôle très important dans l'histoire de l'informatique et l'apparition de l'informatique personnelle. Mais le débat à l'époque, dans nos sociétés, est dominé par, et dans l'opinion publique de manière générale, au-delà des militants technocritiques à proprement parler, est dominé par une vraie peur de l'informatique. Et je trouve qu'il y a d'ailleurs un parallèle très pertinent à faire avec les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, les peurs que ça peut susciter en termes d'obsolescence des hommes, de remplacement des hommes par les machines, etc. Puisque les années 70, c'est une période d'informatisation assez forte où l'ordinateur quitte les quelques grandes bureaucraties publiques et privées où elle s'était développée pendant 20-30 ans depuis la guerre, et pénètre l'ensemble de l'économie, les banques, les rédactions, notamment tout le secteur tertiaire. Et ça suscite de nombreuses oppositions. Et on assiste à un retournement très fort de l'opinion publique à partir de l'apparition de l'informatique personnelle au début des années 80. Et dans ce contexte-là, y compris des groupes qui avaient été assez critiques de l'informatique vont se mettre à embrasser ces potentialités émancipatrices, la possibilité d'utiliser les nouveaux réseaux de communication qui émergent à l'époque et ces nouvelles machines pour s'organiser, pour militer. Et là, en effet, dans cette nouvelle configuration qui se noue pendant les années 80 et qui va surtout se matérialiser dans les années 90 avec l'apparition d'Internet et du web, on a effectivement des hackers qui vont travailler main dans la main avec des mouvements sociaux pour les aider à utiliser, déjà à s'approprier ces technologies et les aider à utiliser ces nouvelles technologies pour militer et expérimenter de nouvelles formes d'organisation et de militantisme. Alors, on parlait à l'instant de la période de l'informatisation du monde. À l'époque, Internet est, on peut dire, né, mais pas le web. Est-ce que tu peux nous expliquer justement la différence entre les deux, en tout cas en quelques mots clairs, parce que c'est pas toujours quelque chose de facile. Essayer de comprendre qu'est-ce que le web, qu'est-ce que l'Internet, qu'est-ce que ces mots-là recouvrent comme réalité.
Dans les années 80, on a les premiers réseaux informatiques qui prennent la forme de réseaux très souvent mis en place par les grands opérateurs téléphoniques. Et c'est le cas, par exemple, du Minitel en France, qui est un réseau fermé, entièrement géré par France Télécom. Et à cette époque, donc, je vous parlais en introduction du protocole TCP/IP, Internet Protocol en anglais, pour le IP, d'où les adresses IP qui renvoient à nos machines et que nous attribuent nos fournisseurs d'accès à Internet et qui permettent de nous situer dans le réseau et de savoir que les données liées à nos communications doivent être transmises jusqu'à notre petite box Internet. Ce protocole est publié donc en 1983. Mais donc les réseaux fermés, donc à l'époque, dans les années 80, il y a ces réseaux fermés fournis par les grands opérateurs téléphoniques. Et déjà, l'apparition de premiers réseaux ouverts, c'est-à-dire avec des protocoles libres et qui permettent de mettre en lien les ordinateurs. Alors là, c'est ce qu'on appelle les BBS à l'époque, les Built-in Board Systems, qui permettent déjà, le principe, c'est qu'on a des modems, un ordinateur, et par la ligne téléphonique, on va appeler un numéro qui va nous permettre d'aller sur un serveur doté d'un logiciel qui permet de faire de l'échange de fichiers, de faire des forums et des choses comme ça. Mais il n'y a pas encore la grande nouveauté qu'apportera le web, et le web qui est donc un des protocoles, une suite de protocoles qui fonctionne sur la brique Internet, la brique réseau TCP/IP. Il n'y a pas encore la possibilité facilement de faire de l'intertextualité et de naviguer dans un ensemble. C'est-à-dire que lorsqu'on va sur un BBS, on a ce service, il n'y a pas de lien qu'on peut cliquer facilement pour aller ensuite sur un autre serveur, visiter un autre service. On peut communiquer à distance comme ça, mais il n'y a pas encore cette structure très distribuée que va apporter le web. Le maillage en toile d'araignée n'existe pas encore Exactement. pour les internautes. La possibilité du surf non plus. Exactement. Et c'est en 1989 voilà. que Tim Berners-Lee et son collègue belge dont j'oublie le nom. Roger Caillot. Merci. Qui travaillent au CERN à Genève et qui vont mettre au point cette suite de protocoles qui vont vraiment permettre d'expérimenter à une échelle beaucoup plus grande l'appropriation militante d'Internet et créer cette possibilité de diffuser des contenus, textes, images, sons, même si à l'époque les débits sont encore une limite. Mais il y a cette potentialité qui émerge grâce au web, cette possibilité de faire des liens, de mettre en lien tout un tas de ressources textuelles. Et c'est à ce moment-là qu'émerge, il y a déjà dans les années 80, avec ces réseaux moins distribués, des pratiques d'échange de logiciels, d'échange de textes, et donc cette idée que grâce au numérique, on va pouvoir échanger des savoirs. Mais les utopies Internet naissent vraiment dans les années 90 avec le web et cette possibilité de créer une vaste bibliothèque transfrontière universelle grâce à cette intertextualité et la facilité d'utilisation aussi qu'apporte le web pour faire des pages web, pour publier de l'information sur les réseaux. Et on sent à un moment donné d'ailleurs que le côté technocritique s'affaiblit. J'ai noté un passage, c'est le moment, à un moment donné, où Félix Guattari, dans un article, alors j'ai oublié la date, peut-être 90. Voilà, pense imaginer la fin des mass médias, des médias de masse, grâce à l'irruption justement de ces technologies alternatives. Et, je pense que Félix Guattari, donc, qui avait été un intellectuel critique, qui a travaillé notamment avec Gilles Deleuze, qui a été un des militants parmi les plus radicaux dans la mouvance des radios libres à la fin des années 70, et qui, dans une revue Terminal, qui est créée au tout début des années 80, mais vraiment pour incarner une critique de l'informatique. On est vraiment dans ce moment charnière où il y a encore une technocritique forte et dans ce moment de retournement, mais Terminal est créé vraiment pour incarner une forme de critique de l'informatique et de ses aspects les plus négatifs. Félix Guattari, donc en 90 ou 91, publie vers l'ère post-média, et donc avec cette idée qu'effectivement on va pouvoir dépasser ce qu'il appelle l'effet d'hypnotisme induit par les masses médias. L'idée qu'on va tous pouvoir devenir notre propre média et donc créer un espace public, un espace de circulation
des idées beaucoup plus décentralisées, beaucoup plus démocratiques, beaucoup plus ouvertes, en contournant un petit peu tous les travers induits par le modèle mass médiatique, que ce soit la publicité, que ce soit le contrôle politique de l'information par les pouvoirs économiques et étatiques. Et je pense que ça incarne vraiment, alors c'est de la même époque où Hakim Bey, on en parlait juste avant, un théoricien américain anarchiste a ce texte très connu sur les zones d'autonomie temporaire, où il envisage que le web peut aussi devenir une réserve de savoir, parce qu'il y a dans ces nouveaux réseaux transfrontières, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de... il y a vraiment cette idée d'un espace qui est dur à contrôler, qui est transfrontière, c'est numérique, et donc les États ne disposent pas encore de moyens de régulation efficaces. Il y a des problématiques d'anonymat qui se posent, et donc il y a cette idée qu'on va vraiment pouvoir créer un espace à l'abri des lois du vieux monde. C'est une composante très forte, cette dimension presque anarchiste un petit peu des utopies Internet. Le drapeau pirate. Ouais, voilà. Hakim Bey était clairement dans cette idée-là. Et donc là, on est vraiment dans un moment de genèse et de formalisation des utopies Internet. Et même s'il y a eu une première période de désillusion dans les années 90 avec le début de la marchandisation d'Internet, lorsque moi j'ai commencé à travailler sur ces questions à la fin des années 2000, et je pense qu'on était encore beaucoup dans ce cas-là, on pensait qu'Internet méritait d'être défendu parce qu'il pouvait, et je pense que ce n'était pas forcément faux de le penser, pouvait incarner ce bastion de résistance et un outil pour dépasser tous les problèmes et les formes de contrôle qui font que les médias traditionnels bien souvent servent à reproduire les relations de pouvoir et de domination et façonnent nos imaginaires, normalisent nos imaginaires plutôt. Alors, en revanche, avant même l'ère des plateformes, tu rappelles dans ton livre que les problèmes liés à la vie privée, à l'informatisation du monde, puisqu'Internet n'existait pas en tout cas à cette époque, mais les problèmes liés à l'information. Dès les années 60, on a eu les premiers problèmes avec la vie privée, avec les premiers programmes de la NSA, dès 64-67, je crois, mais tu vas nous en parler, concernant donc les difficultés à afficher les premiers programmes de fichage. Ouais, alors ça, c'est vrai que moi, donc, je commence à travailler sur ces questions à la fin des années 2000, et évidemment les révélations d'Edward Snowden, le lanceur d'alerte de la NSA, à partir de 2013, Edward Snowden qui vient d'ailleurs de publier ses mémoires. C'est un moment où donc, on prend conscience de la manière dont Internet est devenu une gigantesque machine à surveiller, même s'il y avait eu des éléments qui permettaient déjà de le comprendre. Mais là, il y a une telle masse de documents qui décrivent les programmes de surveillance mis en place par la NSA et d'autres, certains de ces agences alliées, que c'est en effet un moment de prise de conscience important. Et c'est un peu le but du livre que de montrer qu'en fait l'histoire se répète. C'est vrai sur le temps long, quand on parlait de l'imprimerie et de la manière dont elle était contrôlée et fait l'objet d'une centralisation croissante pour permettre un contrôle de l'État. C'est vrai aussi au XIXe siècle s'agissant de la presse, mais sur les questions de surveillance, il y a eu, dès les années 60 en effet, de nombreux scandales, et notamment à la fin des années 60. Donc c'est une période de forte dissidence aux États-Unis, l'opposition à la guerre du Vietnam, des mouvements comme les Black Panthers qui animent vraiment une forme de rébellion au sein de la société américaine, qui contestent le complexe militaro-industriel, les formes de violence sociale, le capitalisme, etc. Et les premiers réseaux informatiques mis en place à l'époque, et notamment l'ARPANET, l'ancêtre d'Internet, développé par différentes universités américaines à la fin des années 60, est utilisé à l'époque pour... donc en gros, le FBI à l'époque a entrepris une vaste mission d'infiltration et de surveillance des mouvements sociaux et une mise en fiche de milliers et de milliers de militants. Et ces fiches sont informatisées au début des années 70 et transmises à la NSA sur l'ARPANET. Donc et c'est l'époque, c'est la première, je pense qu'une des premières fois où l'opinion publique américaine entend parler de ces nouveaux réseaux informatiques. C'est au moment effectivement de la révélation d'un scandale où ce réseau a été utilisé pour transmettre ces fiches. En France, toujours dans cette période un peu d'opposition à l'informatique, qui est vue comme un outil de contrôle et de surveillance, un scandale très important, c'est en 1974, l'affaire Safari, où un journaliste du Monde
pistonné par un informaticien du ministère de l'Intérieur, révèle dans un article que le gouvernement entreprend l'informatisation de nombreux fichiers administratifs et leur interconnexion grâce à un supercalculateur hébergé par le ministère de l'Intérieur. Et c'est une période d'intenses débats nourris par ces différents scandales sur la manière dont l'informatique est utilisée d'ores et déjà comme un outil de surveillance et de fichage des populations. Et c'est vrai que, et à l'époque, face à ces scandales, une des réponses, c'est effectivement d'adopter des cadres en matière de protection des données personnelles. La CNIL en France est créée en 1978 dans le cadre d'une loi qui protège les données personnelles. Et en France, on dit souvent qu'on a été les premiers à adopter ce type de cadre juridique protecteur des données personnelles. En fait, c'est absolument faux. Et c'est un mouvement vraiment international qui a d'abord plutôt démarré aux États-Unis dès la fin des années 60. Et à l'époque, c'est une réponse un petit peu à ces préoccupations en matière d'utilisation de l'informatique à des fins de contrôle social. Et je trouve que pour en revenir à la situation contemporaine, en effet, on est dans une période similaire, c'est-à-dire qu'on assiste à la prolifération de technologies de surveillance, au-delà même d'Internet et des programmes et des technologies qui sont utilisées pour se livrer à des formes de surveillance toujours plus massives de la part des services de renseignement ou de police. Mais on pourrait aussi parler de la reconnaissance faciale, on pourrait, de nombreuses des formes de surveillance biométrique qui se développent et qui sont très souvent nourries par les dernières avancées et innovations en matière d'informatique. On est dans une période similaire quant aux peurs qui sont exprimées par une partie au moins de la population et des élites politiques et administratives qui cherchent à rassurer et promettent qu'on saura juguler les formes de contrôle et les risques induits par ces nouvelles technologies. C'est d'ailleurs une période qui s'appelle dans le livre reféodalisation des années 90 à 2020. C'est une partie assez pessimiste, très pessimiste, qui explique comment les hackers sont devenus hors la loi, comment le droit courant est mis à l'écart pour une sorte d'extra. En tout cas, Internet redevient particulièrement... il y a un état d'urgence numérique, une fuite en avant de la surveillance et des grandes plateformes du web qui sont exploités par les États pour surveiller les citoyens. Donc c'est quelque chose de vraiment très négatif comme constat. Alors je pense que le verre est pas que complètement vide, mais c'est vrai que je suis forcé je pense que c'est important de se rendre compte que par rapport à cette utopie Internet et cette idée qu'on allait pouvoir et qu'on peut par le droit notamment ou par la technologie, on peut parler de la cryptographie, des différentes mesures qu'on peut prendre pour justement protéger nos vies privées et utiliser Internet d'une manière qui puisse respecter nos droits et je crois que ces stratégies-là ont largement échoué. En fait, on s'est employé avec des associations comme la Quadrature et plein d'autres à protéger ces libertés, à encadrer le pouvoir des États pour préserver ce potentiel démocratique d'Internet qui était donc très fort et qui a mobilisé tant de personnes et nos imaginaires de manière générale depuis les années 90. Et moi, à force de travailler et de militer sur ces enjeux, je suis forcé je pense que c'est important de se rendre compte que ces combats trouvent leurs limites. C'est-à-dire qu'on arrive encore à remporter des petites victoires, à faire en sorte qu'il y ait de temps en temps des décisions de justice qui aillent dans notre sens et protègent les libertés. Mais globalement, je crois qu'on assiste et même s'il y a encore des mouvements comme MeToo ou d'autres, où la libération de la parole permise par Internet permet encore à des mouvements sociaux de s'organiser et de faire avancer des revendications de droits, de démocratie, c'est encore un outil militant, évidemment. Mais moi, ma question, c'est est-ce que ces mêmes mouvements n'auraient pas pu exister avec d'autres formes de technologie? Et est-ce que, en fait, après 20 ans d'Internet, même 30 ans d'Internet, est-ce que le bilan de cette histoire et de cette technologie va dans le sens de la démocratie? C'est ce que j'explique en introduction, c'est qu'on est quand même dans une période où l'horizon démocratique et les valeurs démocratiques semblent remises en cause de toutes parts. Et Internet n'a rien su y faire, et peut-être qu'il a même participé à affermir des formes de contrôle social. On évoquait l'enjeu de la surveillance, mais on pourrait parler aussi de la manière dont les formes de censure se transforment à l'ère numérique et comment, justement, entre l'alliance des États
et les grandes plateformes type Facebook et Google qui ont recentralisé une grande partie de nos communications sur leurs infrastructures, comment ces nouvelles alliances laissent dessiner des formes de contrôle des communications qui sont extrêmement régressives du point de vue des libertés publiques. Et donc face à ça, je pense que ça doit nous interroger, ça doit motiver des débats sur les stratégies que l'on peut tenir pour faire face à ces défis et nourrir les combats démocratiques. Et je pense en effet que du coup, c'est ce que je dis en conclusion, c'est que je crois que toute une partie de ces utopies Internet sont liées à l'informatique, sont nées dans une période où on était soit à la fin de la guerre froide, soit juste après, et donc le discours sur les libertés avait encore un petit peu de valeur et de valeur d'échange sur le marché des idées au niveau politique. Et donc les élites, typiquement dans les années 70, tiennent à montrer qu'elles, encore plus qu'aujourd'hui je pense, qu'elles tiennent à préserver la vie privée face au risque de l'informatique. On est aussi dans une période où, non seulement, donc là je parle d'une configuration politique, mais au niveau technologique, c'est une période de distribution de la ressource de calcul et de stockage et de l'informatique de manière générale, avec ces réseaux décentralisés qui apparaissent, avec l'ordinateur personnel qui apparaît, avec les logiciels libres. Et que si on n'a pas su préserver les libertés depuis 30 ans dans cette configuration politique et technologique, à une période où on est dans un contexte antiterroriste et une crise très forte de l'état de droit, et en plus au niveau des technologies, une recentralisation très forte à travers l'intelligence artificielle, à travers le big data, de la ressource technologique. Est-ce que ces mêmes armes qui ont échoué dans un contexte beaucoup plus favorable sauront préserver nos valeurs démocratiques dans cette nouvelle configuration? J'en doute un peu, et je me dis que il y a une citation de Foucault dans un des derniers écrits en 1984, pas très longtemps avant sa mort, où il dit voilà, la grande promesse des Lumières, c'était que le progrès de la raison et de la connaissance, dès le XVIIIe siècle, allait servir le progrès de la liberté. Et je pense qu'en effet, c'est quelque chose de très fort. On en parlait tout à l'heure avec la manière dont la technologie apparaît comme une solution à des problèmes fondamentalement politiques. Et sans doute, ça naît dans cette période très forte où le progrès de la connaissance, le progrès de la raison, s'accompagne d'une augmentation de l'autonomie et de la liberté, et donc de la possibilité de vivre dans une société démocratique. Et Foucault dit, en fait, l'histoire, il observait déjà dans les années 70 que sans doute la relation entre progrès des capacités, comme il le dit, donc des capacités technologiques, du savoir, de la connaissance, et progrès de la liberté n'est pas aussi univoque qu'on le pensait. Et que du coup, l'enjeu majeur, c'est de savoir comment déconnecter la croissance des capacités et l'intensification des relations de pouvoir. Et donc, Internet devait servir à produire cette décorrélation entre capacité et relations de pouvoir, et permettre donc de rendre nos sociétés plus démocratiques, de maximiser l'autonomie et la liberté des gens de manière générale. Et je pense que, voilà, comme je le disais, si on a échoué dans un contexte favorable, il faut peut-être se poser la question de comment le faire aujourd'hui. Je crois que le droit ou la technologie, où aujourd'hui on parle beaucoup d'éthique des algorithmes, d'audit des algorithmes qui prolifèrent dans les bureaucraties qui nous gouvernent. On pourrait parler de Parcoursup et de plein d'autres choses de ce type. Ça paraît anecdotique, mais je pense que ça partit d'un mouvement général de l'informatisation toujours croissante des grandes organisations qui gouvernent et organisent la société. Et que peut-être que du coup, si on n'arrive pas à produire cette décorrélation entre pouvoir et technologie, peut-être qu'il faut s'interroger sur le progrès technologique et peut-être casser cet imaginaire qui nous fait croire que toujours plus de technologie, toujours plus d'innovation technologique, c'est forcément une bonne chose. Voilà. Alors, il y a une citation quasiment tout à la fin du livre, justement, où on retrouve Jacques Ellul, qui indique donc que nous disposons d'énormes moyens et nous mettons en marche de prodigieuses machines pour en arriver nulle part. C'est la question, où arrive-t-on ? Il dit justement, on n'arrive nulle part, et je crois que malgré les espoirs autour d'Internet, je pense que voilà, au bout de 30 ans plus tard, on n'est pas nulle part. C'est l'histoire continue et pleine de surprises, et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Moi, je pense que la situation, on pourrait parler de plein de sujets, notamment, je pense que des questions assez similaires traversent aussi le mouvement écologiste, sur la possibilité d'une crise écologique très forte,
et la manière dont, malgré les discours, malgré le fait qu'on parle de développement durable et de verdir l'économie, etc., comment en fait on fait des progrès qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc, je pense qu'il y a des problématiques stratégiques un peu similaires. Mais si on n'arrive nulle part, peut-être que voilà, il faut arrêter la machine. Et c'est effectivement le titre de la conclusion. Je pense qu'il serait peut-être temps d'ouvrir le débat avec la salle. Donc on serait vraiment heureux d'accueillir vos questions. Je peux vous transmettre le micro. N'hésitez pas. Félix est là pour vous répondre. C'est sur la question des dominants. En fait, je ne vois pas bien qui ça peut être. Parce que quand on parle des dominants, moi je pense à la fracture numérique. Et dans certaines régions, il n'y a pas de connexion. Et c'est aussi de là qu'il y a vraiment une utopie, parce qu'on pensait que Internet allait pouvoir déployer la connaissance et les savoirs sans tenir compte de la distance et du temps. Et donc, du coup, dans ce cas-là, qui c'est les dominants ? Parce que moi, je ne me sens pas dominée d'un point de vue politique, parce que je pense avoir du recul, mais je me sens plus dominée, entre guillemets, ou traquée par Google, par exemple, ou les réseaux sociaux. Alors, du coup, il y a deux aspects dans votre question, et c'est, sur la fracture numérique, et plutôt cette idée qu'effectivement, il y a plein de photos, de couvertures de magazines dans les années 90 où effectivement Internet, parce que justement on va pouvoir dématérialiser, donc utiliser moins de papier, moins se déplacer parce qu'on pourra mieux communiquer à distance. Il y avait cette idée que c'était une invention proprement écologique, que ça allait permettre en effet de moins nous agglutiner dans les villes pour avoir accès à tout un tas de ressources et être connecté à la société, et que grâce à Internet, on allait pouvoir repeupler les campagnes. Effectivement, je pense que de ce point de vue-là, il y a un échec assez patent, même si il y a forcément des histoires individuelles de formes des personnes qui ont pu aller retourner à la campagne et poursuivre leurs activités professionnelles ou autres grâce à ces technologies. Mais globalement, les campagnes ont continué à se vider, les villes moyennes aussi, et on continue à s'agglutiner dans des villes. Et Internet est un désastre, l'informatique de manière générale est un désastre écologique. C'est près de 10% de la consommation électrique mondiale, donc c'est une grosse infrastructure industrielle. C'est pas du tout quelque chose d'anodin au point de vue écologique. On pourrait parler des métaux rares, du coût écologique de toutes ces machines que l'on porte sur nous et qu'on a eu tendance beaucoup à minimiser. Et l'autre aspect de la question, c'est effectivement, c'est celle, effectivement, la raison pour laquelle je tiens à distinguer dans le livre à la fois, je pense qu'il y a des mécanismes différents pour les marges militantes un peu subversives, et donc j'analyse effectivement la manière dont l'État a réprimé les mouvements hackers ou Wikileaks, et je crois que malgré le fait que ces mouvements il y a des formes de désobéissance au droit et de subversion des secrets d'État, etc. Mais je pense que c'est des mouvements, en fait, quand on les analyse un peu lucidement, qui s'inscrivent complètement dans une forme de tradition démocratique, qui ont des libertés, qui pourtant font l'objet d'une répression féroce. Mais effectivement, ces formes de répression et de violence de l'État, la plupart d'entre nous n'avons pas à en pâtir dans nos vies, parce qu'on ne fait pas partie de ces marges les plus subversives et les plus dérangeantes. Malgré tout, et vous parlez effectivement d'entreprises et des réseaux sociaux, malgré tout, on est traqué, pisté, parfois censuré. Des photos sur Facebook qui font l'objet de mesures de censure parce qu'elles sont contraires aux conditions d'utilisation, parce qu'une poitrine féminine dénudée, parce que sais-je encore. Parce que, d'ailleurs, de nombreux groupes politiques tout à fait légitimes, je prends l'exemple de groupes antiracistes dans le livre qui font l'objet de mesures de censure sur Facebook. Donc effectivement, il y a des formes de pouvoir et de restriction des libertés liées à ces grandes entreprises, mais c'est là où j'en parlais hier dans un colloque où Sam était hier à la faculté de droit de Toulouse. On parle beaucoup de la manière dont les États cherchent à réguler ces grands acteurs économiques. Et effectivement, depuis 2016 notamment, on assiste à beaucoup de débats notamment aux États-Unis, sur le rôle de Facebook dans la campagne électorale. Du côté français, beaucoup de pression aussi mise sur ces acteurs pour
revoir leurs pratiques d'évasion fiscale, et on met un peu en scène l'opposition entre États qui s'apprêtent à réguler ces grands acteurs économiques qui ont acquis une puissance considérable. Moi, je pense que ce à quoi on assiste est plutôt l'incorporation de ces grandes infrastructures et de leur savoir-faire, de leur savoir-faire technique en particulier, en matière de surveillance et de censure par les États. Et c'est ce qu'on observe, par exemple, dans des projets de loi en cours d'examen au niveau européen ou au niveau français sur les discours de haine ou sur la propagande terroriste, où on voit les États demander à ces grandes entreprises, à Facebook, à Google, d'utiliser leurs filtres automatiques, leurs algorithmes pour repérer des contenus, les censurer automatiquement. Et je pense que ce sont des formes de censure mises au point par ces grands acteurs économiques qui sont en train d'être adoptées, récupérées par les États. En matière de surveillance, toutes les données, toutes les traces que vous laissez sur ces réseaux, le jour où, pour une raison ou pour une autre, l'État s'y intéresse, elles sont très facilement accessibles via des réquisitions adressées à ces acteurs-là. Et donc il y a des formes de collaboration très fortes qui se nouent. Et je pense que de manière systémique, en fait, il faut vraiment prendre garde à se rendre compte en fait des partenariats, des formes de collaboration qui se mettent en place entre ces différents acteurs. Je voulais savoir si... Bonjour. Je voulais savoir si vous pensez s'il n'y a pas des failles inhérentes à ce système d'un point de vue technologique, des fragilités qui sont propres. Je pense par exemple à un aéroport qui tout d'un coup se trouve bloqué pendant une journée et demie parce qu'ils ne savent même pas pourquoi et donc ils doivent faire pas mal de recherches avant de pouvoir résoudre le problème. Est-ce qu'au niveau plus international, est-ce qu'il n'y a pas des choses comme ça qui sont susceptibles de se produire et qui seraient inhérents même au système? Parfois, on se trouve dans un coin et on est étonné du peu de connectivité ou parfois des choses un peu qui nous paraissent absurdes et qui se produisent et qu'on n'a pas l'explication. C'est vraiment une interrogation parce que je n'ai pas d'idée préconçue là-dessus. Votre question, elle m'évoque en fait un constat qui est celui de... En gros, on a l'impression qu'avec la technologie, on maîtrise mieux notre environnement, le monde, qu'on arrive à résoudre tout un tas de problèmes et qu'on devient très fort et très puissant et qu'on est une des sociétés les plus douées, je ne sais pas comment le dire de manière plus précise, mais que jamais connue dans l'histoire de l'humanité. Et moi, je crois qu'à travers cette technologie, en fait, on crée des formidables fragilités systémiques. Et c'est vrai, c'est particulièrement vrai s'agissant du numérique, où on est en train de faire migrer tous les systèmes, toute notre société sur ces infrastructures et ces technologies numériques qui sont extrêmement fragiles et non seulement exposées à des risques de sabotage liés ou de guerre numérique, de cyberattaques et compagnie, mais également très sensibles à des modifications et des phénomènes de type naturel ou environnementaux. Et il y a un très beau documentaire du réalisateur allemand Werner Herzog, cinéaste allemand qui a fait Aguirre, la colère de Dieu, et également beaucoup de documentaires. Et notamment en 2016, il fait un documentaire qui s'appelle Lo and Behold, qui retrace un peu l'histoire d'Internet, mais qui est surtout sur l'intelligence artificielle et la robotisation. Et il croise le chemin d'une astronome américaine qui travaille sur les étoiles et les éruptions solaires. Et elle explique que d'après ce qu'on observe sur les étoiles dans la galaxie, tous les 200 ans environ, ces astres entrent en éruption et donc envoient des champs magnétiques très puissants dans l'univers. Et là, en fait, il y a des traces de la dernière éruption solaire, c'était dans les années 1860, l'époque du début du télégraphe, sur laquelle je reviens un peu dans le livre. Je ne reviens pas sur cet événement particulier, mais donc en 1860, on a des observations, des traces écrites d'aurores boréales
au niveau de l'équateur, observable depuis l'équateur et non au niveau des pôles. Parce qu'il y a une éruption solaire, donc l'envoi d'un champ magnétique très fort qui pénètre très bas dans l'atmosphère et donc provoque des aurores boréales visibles au niveau de l'équateur. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est les débuts du télégraphe et des lignes télégraphiques prennent feu littéralement en raison de ce champ électromagnétique extrêmement puissant. Donc imaginons ça dans la société actuelle, sur nos cartes SD, les disques durs, les réseaux de fibre optique et tous ces instruments électroniques sur lesquels reposent nos systèmes alimentaires, nos systèmes de santé, nos systèmes de transport. Si un tel événement devait survenir, je pense que ça entraînerait des dégâts assez colossaux et des perturbations systémiques énormes. Et donc tout ça pour pointer la formidable vulnérabilité qu'induisent en fait notre dépendance toujours plus poussée à ces technologies. Désolé. À la fin de votre intervention, monsieur, vous avez lu une phrase où on dit « on n'arrive nulle part ». Je ne sais pas si... On n'arrive nulle part, mais qui n'arrive nulle part? Est-ce que c'est nous, les usagers, ou est-ce que c'est les opérateurs qui ont l'air, eux, de savoir très bien où ils vont? Non, c'est donc Jacques Ellul, un philosophe critique de la technologie. Et il dit donc qu'on met en place de formidables machines. Et c'est vrai que ces technologies sont presque magiques, et c'est pour ça qu'elles nous fascinent. Et elles nous dotent de capacités vraiment en matière de stockage de savoir, d'information, de communication extrêmement puissantes. Mais la question que pose Ellul, c'est pour arriver où? Pour quelle fin? Quels sont nos objectifs? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces engins-là? Et selon lui, on n'arrive nulle part. Et en effet, nulle part, ça veut dire que plutôt que l'utopie ou un destin meilleur, en fait, on reste dans des mégasystèmes et dans des sociétés qui ne convergent pas, qui ne vont pas vers des formes de libération et d'émancipation, alors même qu'elles sont souvent justifiées, enfin ces recherches, ces développements technologiques sont justifiés par un mieux-être, par un futur meilleur. Et en fait, on reste dans des sociétés où des problèmes... Par rapport à la question de l'émancipation, il y a des passages très intéressants sur le digital labor. Est-ce que tu peux en dire un mot? Puisqu'au contraire, justement, là, avec le digital labor, on revient vers des formes où les populations... Je laisse la parole. Non, mais en fait, j'en parle très rapidement et je vous renvoie à un ouvrage paru cette année d'Antonio Casilli, En attendant les robots, où il montre comment tout ce qui est présenté comme l'intelligence artificielle et donc ces machines extrêmement, là encore, puissantes, capables de... presque raisonner par elles-mêmes, en tout cas de résoudre des problèmes assez compliqués de manière autonome. Ces machines, en fait, reposent donc, sur l'entraînement de systèmes informatiques grâce à un travail humain. Et c'est une forme... Et en fait, donc c'est une critique de l'intelligence artificielle qui montre à quel point en fait, elle est fondée, tous ces progrès technologiques sont fondés sur l'exploitation de travailleurs réduits à des tâches où on a beaucoup critiqué le taylorisme au cours du XXe siècle et la division du travail et les formes d'aliénation que ça suppose et l'appauvrissement du travail et de nos activités professionnelles de manière générale, induites par l'industrialisation en l'occurrence. Et avec le numérique, c'était lié à beaucoup, l'informatique avait cette idée qu'on allait pouvoir confier à des machines tout un tas de processus très répétitifs et assez avilissants, et que du coup, ça allait pouvoir donner à nos métiers un aspect plus créatif, et donc à nous libérer de tâches fastidieuses de manière générale. Il y avait même cette idée qu'on irait vers la fin du travail, c'est là encore une utopie assez ancienne liée à la mécanisation, que grâce à ces machines très puissantes, on va pouvoir se libérer du travail. Et en fait, ce que montre un peu Casilli dans ce livre, et je pense qu'on l'expérimente tous et toutes dans nos métiers, en tout cas tous ceux qui sont forcés de travailler avec des ordinateurs, c'est qu'en fait, il y a une forme d'homogénéisation très forte de nos pratiques professionnelles où on passe nos vies devant des écrans, à remplir des formulaires, à remplir des champs, à rentrer des informations dans de vastes systèmes plutôt que d'avoir des tâches très créatives. Et je pourrais vous parler de mon propre métier de chercheur où on est là aussi, malgré le côté profession intellectuelle, on passe du temps à lire, à réfléchir et à être créatif et
dans des processus d'imagination. On passe aussi beaucoup de temps à remplir tout un tas de formulaires, à faire des choses très bureaucratiques. Et je pense que ça s'applique à tout un tas de métiers. Et donc, je pense que le digital labor, c'est peut-être le versant le plus problématique de ces formes d'ubérisation du travail, où en fait on est réduit à des tâches extrêmement segmentées, là où l'informatique devait nous libérer des formes de travail avilissantes. Elle s'accompagne en fait de formes de précarisation et de déshumanisation du travail très poussées. Ouais, ça serait... Et c'est le cas aussi, du coup, pour revenir au livre, en matière de censure, mais je pense que ça renvoie du coup à une forme de déshumanisation qu'induit le recours toujours plus poussé des organisations à l'informatique. Mais si on parle juste de l'histoire de la censure et des bureaucraties dédiées à la censure, on est passé effectivement dans le régime féodal du XVIIe, XVIIIe siècle à un directeur de librairie attaché au pouvoir royal qui, en lien avec quelques dizaines d'imprimeurs libraires à travers le royaume, devait exercer une surveillance sur l'édition et les ouvrages qui étaient produits. À la fin du 19e, à force de lutte en faveur de la liberté d'expression, il y a cette grande loi libérale de 1881 sur la liberté de la presse, avec cette idée que cette censure exercée par le pouvoir royal, ou en tout cas le pouvoir administratif, exécutif, en lien avec des intermédiaires techniques de l'édition, désormais, c'est plutôt qu'une censure préalable avant la publication, c'est une censure répressive sous l'autorité d'un juge judiciaire garant des libertés fondamentales. Donc il y avait un progrès en termes de liberté publique. Et je pense que ces bureaucraties dédiées à la censure passent aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure avec ces projets de loi présentés récemment, dans une configuration homme-machine où c'est d'un côté des algorithmes qui cherchent à repérer des contenus indésirables ou dangereux ou illégaux, selon des paramètres qui restent complètement invisibles et donc en partie incontestables par nous, par la population. En lien avec, parce qu'on parlait de tâcherons du clic et du digital labor, en matière de censure, c'est également le cas, puisque ces algorithmes permettent de détecter très souvent des contenus, et à part pour certains types de contenus qui sont supprimés automatiquement, la plupart du temps, c'est simplement pour repérer ces contenus, et ensuite les transmettre dans des espèces de chaînes d'assemblage où des prestataires, des milliers de prestataires, littéralement, qui travaillent pour Facebook ou Google, passent 8 heures ou 9 heures par jour en face d'écran qui leur présentent des photos de contenus potentiellement suspects ou dangereux. Et ils doivent décider en 2 secondes, parce qu'ils ont des objectifs de retrait de contenu extrêmement invraisemblables. Et donc, j'avais calculé, c'est une appréciation portée sur la licéité d'une image, d'une photographie, par exemple sur Facebook, en moins de 2 secondes. Et donc, toute la journée, c'est tâcherons du clic pour dire oui, ça c'est autorisé, ça non. Et donc, en termes de liberté publique, et même... Avec des risques sanitaires importants, ils deviennent... puisque à force... je pense qu'il y a certains reportages qui montrent ils peuvent passer leur temps sur des vidéos de l'État islamique ou autre. Donc ils deviennent traumatisés très, très rapidement par toutes les images que jour après jour ils encaissent. Absolument, ouais. Donc une forme très souvent c'est des boulots très précaires qui sont effectivement assez avilissants et qui en plus du fait de la nature très souvent des contenus parfois choquants ou pornographiques et autres font qu'il y a des symptômes de choc post-traumatique chez ces travailleurs et travailleuses à travers le monde qui travaillent pour les entreprises en fait, qui sont embauchées comme prestataires des grandes plateformes. Donc, et je crois qu'il faut qu'on finisse la rencontre. Et du coup, c'est vrai que le propos peut sembler un peu pessimiste, mais encore une fois, je crois qu'on vit dans une époque où on aurait les moyens de faire de cette technologie, de ce formidable réseau de communication, ce formidable en tout cas, il recelait de potentialités extrêmement puissantes de démocratisation de la liberté d'expression et d'autres choses de cette nature. Et je crois qu'il y a encore les moyens, et à la Quadrature du Net et ailleurs, on est beaucoup à travailler pour dessiner ce que pourrait être un encadrement, une régulation d'Internet, des communications numériques qui soient respectueuses des libertés publiques et qui permettent malgré tout de faire appliquer la loi, de réprimer les abus de liberté d'expression lorsque c'est nécessaire,
de lutter contre les oligopoles numériques et les modèles publicitaires fondés sur la collecte massive de données personnelles qui sont développés dans le cadre du capitalisme de surveillance propre à Internet. On pourrait, s'il y avait une vraie volonté politique et s'il y avait d'autres formes de pouvoir qui nous gouvernent, on pourrait faire en sorte de maîtriser ces aspects-là. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on échoue. Et je pointe du coup la nécessité, je la pointe avec beaucoup d'autres, mais de peut-être se poser la question d'ouvrir nos imaginaires à la possibilité d'une désescalade technologique. Et je crois que dans ce processus, qui reste encore très largement inventé et dont il faudrait débattre plus longuement, que c'est dans ce processus-là qu'on peut retrouver des formes d'à la fois d'engagement militant, de formes de vie et même plus épanouissantes. Et que du coup, en dressant le constat des échecs de nos luttes à faire d'Internet un outil d'émancipation, ça peut paraître très triste parce qu'on est aussi obligé d'écrire ces mécanismes de pouvoir auxquels on est soumis, qui sont parfois qui paraissent un peu incommensurables et insurmontables. Mais sans doute, c'est un passage nécessaire aussi pour retrouver des formes d'agir, des formes d'action et des projets politiques réellement émancipateurs. Voilà. Donc c'est pas qu'une mauvaise nouvelle et c'est pas qu'une impasse. Merci Félix. Vous retrouverez son livre donc à l'accueil près des caisses. Il est également évidemment en rayon dans la librairie. Merci de votre présence. Vous venez d'entendre Félix Tréguet, auteur de l'ouvrage « L'utopie déchue, une contre-histoire d'Internet », publié aux éditions Fayard, à la librairie Ombre Blanche, samedi 12 octobre 2019.